L'objectif de ce webinaire, c'était de faire un petit point avec vous et de vous présenter les dernières évolutions de Géocontrib, de vous partager également des retours d'expérience. Donc pour ça, Florent de la métropole européenne de Lille va nous faire une petite restitution, ainsi que Myriam pour OpenIG. Voilà. Et puis après, on va aussi profiter d'un moment d'échange pour les futures orientations de la solution. Et on va également vous soumettre en fait des maquettes qu'on a travaillées sur Géocontrib, qui sont un travail qu'on a réalisé à partir de retours utilisateurs. Ça ne va pas préjuger d'un travail qu'on va forcément réaliser entièrement, mais en tout cas, on a pour objectif cette année de financer une partie de mise à jour au niveau du design de la solution du parcours utilisateur. Donc, c'est un peu recueillir vos retours sur ces maquettes qu'on a réalisées. Voilà. Donc, on a au niveau de cette session, on va rester 1 heure ensemble. Si tu peux passer à la slide suivante, Oui. s'il te plaît. Et du coup, donc voilà, c'est ce que je viens de dire, présentation des évolutions, retour d'expérience, l'interface et puis échange et feuille de route. Du coup, je te laisse la main, Angela, pour présenter les évolutions. Oui. Donc, pourquoi ces évolutions? Donc, on a eu plusieurs améliorations qui ont été développées ces derniers mois, donc en réponse à des demandes exprimées par les utilisateurs, notamment retrouver l'information plus rapidement, améliorer l'exploitation des signalements, simplifier l'administration et adapter l'outil aux organisations. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, grâce au financement de l'AMEL et de la MRN, merci à vous deux. Donc là, on va commencer par les filtres dynamiques. L'une des remontées les plus fréquentes concernait aussi la difficulté à exploiter des projets disposant de nombreux attributs métiers. Donc, nous avons ajouté des filtres dynamiques basés sur les attributs personnalisés. Ici, vous pouvez voir donc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait, là actuellement, sur ceux qui n'ont pas la nouvelle version, du coup, ils ont les filtres ici en haut, donc les filtres classiques comme le nom du projet, les types et les statuts. Et nous, on a ajouté en fait un filtre par date et les filtres du coup sur les attributs personnalisés du projet. Donc ici, j'ai mis un exemple accessible non et on peut ajouter autant des filtres qu'on veut. Et du coup, les filtres, il est effectif sur la carte, sur le petit onglet ici carte, et sur la liste des signalements. Donc ça répond à un besoin qui nous avait partagé plusieurs utilisateurs. Ici, ah oui, désolée, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait, on va pas faire une démo en live parce que du coup, ça nous prend beaucoup de temps et on est un peu limité. Donc, je me suis appliquée pour mettre des captures d'écran. J'espère que ça va aller. Donc, la deuxième évolution, donc l'export PDF. On a ajouté la génération de PDF des signalements en réponse à un besoin également de la mail de pouvoir partager des informations sur les signalements, notamment avec les élus, car ils n'avaient pas forcément le temps d'aller fouiller dans l'application. Donc, Florent, il va nous partager le cas d'usage. Je pense qu'on va aller voir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, c'était pour faciliter le partage des signalements pendant des réunions, un reporting rapide et un support terrain aussi pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas très bien l'application. Voilà, donc on peut exporter en masse les signalements ou on peut les exporter aussi individuellement. Vous avez en fait, quand vous êtes sur les filtres, vous avez un petit onglet, je pense que je peux revenir sur la diapo d'avant. Ici, on ne les voit pas, mais vous pouvez filtrer des signalements ou on prend tous les signalements. Et ici en haut, vous avez un petit bouton exporter les signalements. Et en fait, ensuite, il y a un écran qui s'affiche. Vous pouvez choisir 5 attributs maximum. C'était dans un souci des mises en page. En fait, on a fait ces choix avec Florent.
Vous pouvez choisir les 5 signalements, enfin, vous pouvez choisir le projet déjà, les 5 signalements. Vous pouvez choisir si vous voulez ajouter ou pas la carte. Et si les signalements, il y a des images, bah, du coup, elles vont venir s'implier en bas. On va prendre les 3 premières images du signalement. S'il n'y en a qu'une seule, bah, on va rajouter une seule. Donc, voilà pour l'export PDF. Ensuite, on a la consultation enrichie. En fait, on a créé aussi un pop-up pour un besoin de Lamel, un pop-up avec les photos du signalement. Comme ça, on peut les consulter plus rapidement et bah, du coup, ça augmente le confort utilisateur. Donc ici, vous avez une petite manette. Vous pouvez, enfin, s'il y a plusieurs photos, vous pouvez descendre et pour pouvoir les voir en entier. Donc ça, pour la consultation, la pop-up. Et alors ça, c'était une évolution très attendue aussi. Je sais que OpenIV, Myriam, elle nous avait fait part de ce besoin aussi également. Donc les permissions personnes. Donc la mail, elle souhaitait que les agents du commune ne puissent créer des signalements que sur l'emprise du territoire de la commune. Donc l'objectif, c'était de limiter la création et la consultation des signalements à la zone des compétences de chaque utilisateur. Donc comment ça fonctionne concrètement, comment on l'a mis en place. Donc vous avez ici que ça va marcher. Ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est sur le mode édition du projet. Donc, vous avez tous les paramètres ici en bas et on a ajouté un paramètre activation de la limite par zone des compétences. Donc, dès que vous activez ce paramètre, tout se passe après dans l'administration Django. Donc, après, ensuite, vous allez avoir ici dans l'admin Django un onglet zone des compétences. Vous pouvez ensuite soit importer en GeoJSON avec les zones des compétences déjà prédéfinies, soit l'ajouter manuellement. Ici, on ne voit pas le bouton très bien, mais vous pouvez l'ajouter manuellement. Donc, si vous l'ajoutez manuellement, vous avez une petite carte qui va s'afficher. Vous choisissez la zone que vous souhaitez et ensuite, vous choisissez un code pour identifier la zone et vous avez une zone déjà prédéfinie. Ici, dans l'exemple, c'était un GeoJSON de Lamel qui contenait les communes sur lesquelles ils avaient besoin de travailler avec un ID. Et ensuite, en fait, une fois avoir importé ces fichiers, on va sur l'onglet utilisateur, donc toujours sur la ligne Django. Et vous allez sur l'utilisateur souhaité et vous pouvez lui assigner une zone des compétences. Donc ici, je sais pas si vous voyez très bien. J'ai dû empiler les captures d'écran pour bien vous montrer. Et ensuite, comment ça se passe dans l'interface de GeoConstream. Donc, vous choisissez, donc vous créez un signalement. Ici, peut-être qu'on va mieux voir. Si vous êtes moi j'ai choisi, je ne sais plus c'était quoi la commune, mais si je me mets en dehors de la commune, si j'ai créé un point en dehors de la commune, donc je vais avoir un petit message ici, un message en rouge, qui me dit que je ne peux pas créer des signalements parce que je suis en dehors de ma zone de compétences. Je pense qu'on va aller voir peut-être un peu plus en détail si ça vous intéresse tout à l'heure avec le cas d'usage qui va présenter Florent. Donc ça c'était une évolution très très souhaitée. Donc ensuite, ça c'est les évolutions. Je vais vous présenter également 2 évolutions qui ont été financées par la MRN. Donc la duplication automatique des membres lors de la création d'un projet à partir d'un modèle. Donc ce besoin en fait naît de la part de la MRN en fait. Béline notamment, elle crée un projet et elle ajoutait en fait tous les utilisateurs et les rôles pour les utilisateurs manuellement. Sauf qu'elle avait beaucoup de membres à ajouter. Donc la MRN souhaitait en fait pouvoir
dupliquer un projet et hériter les membres. Donc, supposons que j'ai déjà un projet où mes membres sont déjà affectés. Ça lui a pris un peu de temps à attribuer tous les rôles et pas recommencer la manipulation à nouveau. Donc, dans la page d'admin du projet, on peut cliquer également, ça c'est sur la page là où il y a tous les paramétrages, on peut cliquer sur est un projet type et pour pouvoir les retrouver dans la liste des signalements. Dans la liste des signalements types. Après, ensuite, à partir de ces modèles de projet type, donc, on peut hériter les membres et les rôles du modèle en cochant la case hériter les membres. Et ensuite, on peut modifier les informations du projet. Donc, on duplique le projet, mais ensuite, on hérite les membres, mais ensuite, on peut modifier toute l'information qui est liée à la duplication. On peut tout modifier. Donc ça, ensuite, c'est directement lié, les deux évolutions. Ensuite, donc il y a une notification de création de projet et un abonnement en un clic. Donc, lors de la duplication d'un projet, les abonnements et notifications ne sont pas conservés. Donc ça, c'était aussi un problème aussi pour la MRN. Donc l'administrateur devait, dans ces cas en mailing, devait réaffecter manuellement les abonnements. Donc il souhaitait pouvoir notifier automatiquement tous les membres de la publication d'un projet. Et donc ils ont fait évoluer l'application pour envoyer une notification à tous les membres lors de la publication d'un projet avec un lien d'accès au projet et un bouton dans le même mail. Je vais vous montrer ça. Donc ici, supposons que j'ai dupliqué mon projet et j'ai modifié déjà mon projet et je veux notifier tous les membres. Donc ici, je clique sur le petit bouton là en haut, notifier les membres. Ça envoie une notification à tout le monde. Donc ça, c'est un type de mail qui est envoyé, mais ça peut être un mail différent. Et ici, vous avez un petit bouton et en fait, l'utilisateur peut cliquer sur ce bouton pour s'abonner directement, sans passer par sans devoir se connecter à l'application. En fait, on évite les clics et du coup, c'est plus friendly pour l'utilisateur. Et ensuite, en fait, il voulait aussi avoir un petit contrôle pour pas envoyer une notification 2 fois, parce que parfois on oublie, on se dit bah, je l'ai peut-être pas envoyé. Donc il voulait avoir un petit contrôle aussi. Donc on a ajouté ici bah, si la notification elle a déjà été envoyée, donc on prévient en fait l'administrateur comme quoi la notification a déjà été envoyée. Pas faire 2 fois la même manipulation. Donc, et quels sont les bénéfices des évolutions? Donc, une efficacité opérationnelle, donc moins de temps perdu, plus d'action, un confort utilisateur, donc une interface intuitive et adaptée, et une intégration métier, un outil qui s'adapte à vos processus. C'est le cas de la MEL et de la MRN, et j'espère que ça va être le cas pour vous aussi. Voilà. Ouais, s'il y a des petites questions avant, on a 1 minute, on Si peut vous avez prendre des 1 minute questions, oui. s'il y a des petites questions sur ces évolutions avant de passer au cas d'usage. Bon, mais tout était très clair. Merci Angela. Du coup, on peut passer effectivement au cas d'usage. Je te laisse les introduire. Angela, si tu veux juste rapprocher ton micro, je pense que par moment, il est un peu loin. Ah oui. Ouais. Voilà. Merci. C'est gentil. Donc, on va commencer sur les deux cas concrets qui vont être présentés donc par la métropole européenne des Lilles et par OpenIG. Donc, vous avez 10 minutes. J'espère qu'on ne va pas dépasser. 10 minutes de présentation par cas d'usage. Donc, on va commencer par la mail et ensuite, Myriam, du coup, je te laisse peut-être prendre la main aussi sur tes diapos parce que j'ai pas eu le temps de les intégrer. Si ça te va. Ça marche, pas de problème. Ok, très bien.
Et du coup, Florent, je ne sais pas si... Moi, j'allais dire que je veux bien la même chose, mais je peux pas partager l'onglet grisé là-haut, mais j'ai 3 slides. Ok. Donc, Euh, ou au cas où, je viens de te les envoyer là. Voyant que c'était grisé, j'ai fait un ok, lien je vais share regarder. rapidement. C'est toi qui vois. Et moi, normalement, j'ai fait pour qu'on ait le temps en 7 minutes, c'est tout. Et je vais gagner du temps. Le temps qu'on fasse tout ça, peut-être un petit 2 éléments de contexte. Nous, on utilise GeoOrchestra dans lapsus révélateur. On utilise GeoContrib dans un contexte GeoOrchestra, donc le module s'intègre parfaitement dans la suite applicative. Et on a intégré GeoContrib pour en fait recenser, collecter de la donnée de manière harmonisée sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une plateforme mutualisée, donc l'outil est mutualisé avec nos 95 communes. Donc qui dit 95 communes dit potentiellement effectivement 95 voire plus contributeurs. L'intérêt de l'outil, c'est bien de pouvoir produire un petit formulaire simple et d'avoir une collecte ou en tout cas des contenus en table qui soient harmonisés et en fait complètement standardisés et homogènes en fonction des communes, ce qui n'était pas le cas avant, mais là, ça nous permet au moins de proposer un canevas identique pour tout le monde. Et dans le cadre du cas d'usage que je vais vous présenter, c'est super important parce qu'on a des obligations légales d'évaluation par l'État, par la PREF, dans le cadre du contrat de ville. Et donc, il était important pour nous que sur les 19 communes, super. Et ben, je vais prendre la main direct. Merci Géraldine. À tester, mais normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Je vais le mettre en mode diapo. Il se peut que je vous perde, mais au moins vous aurez la vue. Donc ça, considérons que c'est fait. Et pour gagner du temps, j'avais prévu une petite démo. Ça va m'éviter de paraphraser. Donc voilà, vous avez vu, c'est totalement intégré. On a un projet en prod qui fonctionne très bien avec énormément de contributeurs. Ce projet, c'est un projet unique pour nos 19 communes. Vous voyez bien, il y a 24 membres. Et en fait, par exemple, Camille Julien, on voit qu'il y a le code INSEE de la commune de Lille. Et donc, c'est une référente et c'est un agent de la ville de Lille. Je sais pas si tout le monde voit, l'idée, moi je suis toujours sur le PowerPoint. oui, mais vous Moi, voyez je pas le la vois. vidéo? Si, Non. c'est Si, bon, si, on moi voit. aussi, c'est bon. Je pense que c'est toi, Bah, Bernard. il n'y a que moi, alors ok. Alors, je reviens juste avant. C'est pas grave. Voilà, donc les communes. C'est intégré à GeoOrchestra et donc on se base sur les informations de l'utilisateur dans GeoOrchestra pour rapatrier automatiquement la zone de compétence. Donc moi, il n'y a pas de saisie, c'est vraiment automatique et c'est tout l'intérêt de l'intégration de GeoContrib dans GeoOrchestra, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. Si c'est bien renseigné dans la console, et ben GeoContrib et la console d'admin récupèrent automatiquement le code INSEE et le périmètre et ça, c'est assez appréciable. Il n'y a pas de manipulation, tout est automatique pour la gestion des membres. Il y a un projet, l'objectif du projet diagnostic en marchand, c'est que tous les ans, on va lancer des campagnes de diagnostic en marchand. Et donc, le projet GeoContrib va nous permettre effectivement d'historiciser la donnée et d'avoir des campagnes annuelles. Donc, il y a une campagne 2025, une 2026, et chaque référent, chaque agent des communes va aller sur le terrain avec son téléphone ou sa tablette et recenser les dysfonctionnements identifiés. Les dysfonctionnements peuvent être de la compétence de la MEL, de la commune, de l'État, des bailleurs. Et donc on utilise aussi la notification ou l'assignement du signalement à un partenaire ou à un membre. Ça permet effectivement d'assigner un signalement par exemple à un bailleur et le bailleur sait automatiquement que c'est de son ressort. C'est plutôt aussi intéressant en termes de partage et de transversalité. Je vous passe les fonctionnalités basiques d'édition de photos. Et comme le disait Angela, on avait de fortes demandes sur, bah oui, mais moi j'ai mon élu qui voudrait en fait avoir un petit corpus de rapports en fin de diagnostic en marchand et d'avoir les X fiches par campagne. Et donc l'intérêt de l'export PDF est de pouvoir fournir ce rapport à plat aux élus et de leur éviter de naviguer sur un outil numérique ou en tout cas de pouvoir annoter et faire le nécessaire. Donc c'est quand même intéressant, hein, le système de fil nous permet un export en masse ou nous permet des exports ciblés et de faciliter un petit peu voilà, soit la thématique, soit la date de création ou la date du diagnostic en marchand. On va quand même aussi plus loin
que juste l'interface GeoContrib. Notre objectif est aussi de valoriser ces campagnes-là ou cette saisie dans GeoContrib dans d'autres outils. Et donc, on utilise régulièrement une autre fonctionnalité qui est la génération de vues PostgreSQL, qui va nous permettre de générer une vue, donc là par campagne, et d'aller l'utiliser dans d'autres briques applicatives comme Superset ou comme MapStore pour faire vraiment du reporting, du suivi analytique et en tout cas voilà, pouvoir capitaliser sur tout ce qui est saisi dans GeoContrib. Donc, je maintiens et j'insiste, c'est un outil au service d'une étape ou de quelques étapes du cycle de vie de la collecte, mais ça nous permet vraiment d'homogénéiser et de standardiser les pratiques dans 95 communes différentes. Et c'est bon. Et voilà, c'était mon objectif était d'être rapide. Je vois qu'il y a un petit temps sur les évolutions et des échanges, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Merci à tout le monde. Merci Florence, c'était parfait. J'arrête. Et du coup, à toi Myriam. Ok, alors du coup, moi je vais vous faire aussi le partage de mon écran. Hop, tac. On va mettre en mode diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok, super. Très rapidement, donc ça va être une présentation à deux voix. Je vais présenter un premier cas d'usage qui sera plutôt centré sur un aspect de recettage de données. Et mon collègue Lucas Jumeau-Mousset vous fera une présentation sur un cas d'usage qui est plutôt centré sur la collecte de données. Juste pour rappeler, nous, on a fait l'acquisition de GeoContrib en 2021. Et on va dire que là, depuis 1 an et demi, on a vraiment les usages qui ont décollé parce que nos projets ont décollé sur ce sujet-là. Nous, on n'est pas encore sur la super version qu'a Florent, mais on a déjà une version qui est plutôt pas mal. On est sur la 6.5.2 et on a fait aussi développer du coup la mise en place d'un petit module OIDC, donc un connecteur OIDC pour pouvoir câbler notre GeoContrib à notre nouveau système de gestion des comptes qui est basé sur un LDAP et Keycloak. Donc c'est juste un petit aparté. Je vais vous présenter pour ma part un cas d'usage de l'utilisation de GeoContrib pour du contrôle qualité partenarial dans le cadre d'un projet qu'on a sur une occupation du sol infradépartementale. Je ne rentre pas trop dans le détail sur ce que c'est. En gros, c'est une occupation du sol qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, précise, en tout cas en termes de sémantique, et pas forcément, enfin, et aussi dans un certain sens en termes de géographie, du coup, sur deux départements. Donc, il y a plusieurs territoires qui sont partenaires de ce projet. Donc là, vous en avez la liste, et c'était mené notamment par un chef de file qui est l'agence urbanisme catalane. Donc, cette donnée, elle a été créée sur plusieurs territoires, donc l'Aude et les Pyrénées-Orientales. À chaque fois, ce qui est produit, c'est une couche vecteur sur l'usage du sol et la couverture du sol pour un millésime de 2012. La même chose pour 2021. Et ça représente au total 4 couches et plus de 5000 polygones à contrôler. Donc, il y a un tirage au sort qui est fait par le prestataire en charge du contrôle qualité qui, du coup, nous alimente, nous, pour la partie du contrôle qualité partenarial. Je vous passe les détails, vous avez le petit tableau là qui résume ça. Ce qui est attendu dans le cadre de ce contrôle qualité partenarial, c'est une vérification qui est une qualification en fait sémantique, soit de l'usage sur la couche vecteur usage du sol, soit de la couverture sur la couche couverture du sol. Il n'y a pas de modification géométrique, donc ça c'est important, on aurait pu le faire, mais ça simplifie quand même un peu les choses. Il faut savoir qu'on a un nombre de participants qui était quand même assez important à ce contrôle qualité. Ça représente environ 8 à 15 par territoire, donc par département en fait, avec des profils qui sont variés. Donc on a des géomaticiens, mais on a aussi des thématiciens. Et évidemment, comme dans tout travail collaboratif, le problème c'est que les gens ils ont une disponibilité qui est assez limitée. Donc, on proposait des lots de contrôle qui représentaient à peu près 70 ou 100, entre 70 et 100 polygones à contrôler, sachant qu'ils avaient une période d'1 mois et demi. On a utilisé GeoContrib parce que justement, c'est un outil qui est quand même assez simple du coup d'utilisation, assez intuitif, et c'est bien pour ça qu'on a utilisé cet outil-là.
Comment ça s'est passé plus pragmatiquement parlant, je me suis chargée moi de la structuration du projet en tant que projet GeoContrib. On avait donc deux types de signalements, un pour l'usage du sol, puisqu'il y avait une couche usage du sol, et un pour la couverture du sol. On a un certain nombre de champs personnalisés qui ont été créés, sachant qu'on récupérait du coup la donnée source à contrôler à laquelle on rajoutait un certain nombre de champs pour pouvoir justement effectuer le contrôle. On avait donc deux champs particulièrement importants. Un champ état qui nous permettait, nous, de le qualifier dès le début du projet comme étant non vérifié et qui ensuite, en fonction des actions de l'utilisateur, passait à valider erreur ou ne se prononce pas. Et ensuite, on avait un champ qui était donc dédié à la qualification. Et là, c'est là où l'utilisateur agissait en pouvant choisir soit de valider la proposition sémantique qui était faite sur ce polygone, soit de nous annoncer que c'était une classe erronée, qui avait une identification de multiples classes respectant l'UMC, ou bien ne se prononce pas, ou bien non vérifié. Et après, on avait aussi des commentaires, un système de commentaires. Et on a utilisé du coup les fonctionnalités de valeurs forcées, de conditionnalité en fait sur les valeurs euh, pour pouvoir avoir un formulaire qui soit cohérent pour les utilisateurs. Outre le modèle, les deux modèles de signalement qui ont été paramétrés, on avait paramétré aussi des fonds carto. Donc on leur remettait aussi un fonds qu'on appelait OCSID CSUS complet. Donc ce fonds, en fait, il permettait d'avoir en transparence les codes de ces classes. Et on avait bien sûr aussi paramétré la BD Ortho, puisque on pouvait accéder soit aux fonds les plus récents sur lesquels était basé, par exemple, le millésime 2021, soit sur le millésime 2022. Et on avait fait aussi un système de paramétrage de la sémiologie des signalements pour pouvoir voir directement donc, sur une zone à contrôler ceux qui étaient non vérifiés en couleur bleue, ceux qui étaient validés en couleur rouge et ceux qui étaient en erreur en couleur orange. Donc ça, voilà, c'était un peu toute la structuration du projet. La mise Juste en Myriam, œuvre. tu Oui, as une petite question de Benjamin sur le ouais, je vois pas polygone. les questions. Est-ce qu'il peut être contrôlé par plusieurs utilisateurs ou est-ce qu'il y a une Non, répartition stricte? non, il y a une répartition stricte, j'y viens justement. Nous, on n'avait pas forcément les versions, la nouvelle version du coup de GeoContrib qui permet effectivement de pouvoir diviser plus facilement le territoire et l'affectation des projets. Donc en fait, on a procédé en attribuant un projet par personne qui faisait le contrôle. Et donc, il y a une zone qui est contrôlée. Un lot d'échantillons n'est contrôlé que par une seule personne. Ça, c'est le mode de fonctionnement qui était retenu tout simplement pour que ça ne soit pas non plus ingérable et pour être sûr qu'on ait contrôlé tous les lots d'échantillons à contrôler aussi. C'était ça qui était très important. En termes de mise en œuvre, les couches de polygones qui nous sont livrées, elles n'ont que deux champs qui sont codifiés au format shape et il faut du coup les préparer. Donc on a toute une étape de préparation des échantillons. On fait ça sous QGIS. On ajoute un certain nombre de champs pour que ça colle avec le modèle de données défini. Et puis ensuite, on importe en fait ces lots d'échantillons donc dans un projet GeoContrib. On fait l'implémentation sous GeoContrib. Donc un projet égale un lot à contrôler, et c'est ce que j'ai précisé, une personne par lot. On duplique ce projet type, et puis en fait, à chaque fois, on importe un nouveau lot et on l'attribue à un participant. Au total, on a 77 projets qui ont été créés. Donc, moi, j'ai créé la structuration, j'ai fait quelques implémentations, et puis après, j'ai formé mon collègue Florent Sourisseau, qui était en charge du projet OCSID, pour qu'il puisse, de façon autonome, générer tous les projets, tous les lots de contrôle. Et lui, de son côté, il a expliqué et formé entre guillemets, il a fait une petite notice donc, à toutes les personnes qui étaient chargées de ce contrôle-là. Et lui, ses retours, c'était que c'était quand même super pratique. Tous les utilisateurs étaient ravis parce que c'était simple d'utilisation et assez, on va dire, voilà, assez ergonomique, notamment le fait de pouvoir passer très rapidement, une fois qu'on a contrôlé un échantillon, hop, on peut passer au suivant très facilement. Donc on a bénéficié en fait de certaines fonctionnalités qui ont été développées, notamment par Géo de France. Je remercie Nicolas de son initiative.
Là, ça c'est pour vous montrer un petit peu la tête que ça a concrètement en fait. Donc là, vous avez un polygone de couverture du sol, puis un autre sur l'usage du sol. Voilà ce que ça donne. Et après, en termes de fond, ben, soit au choix, on utilise le fond OpenStreetMap ou bien le fond orthophoto. Et puis, je vais donner la parole à mon collègue Lucas. Oui, bonjour, vous m'entendez bien. Oui, et tu me dis quand tu veux que je passe à la suivante, d'accord? On peut passer à la suivante. Donc là, on va parler de GeoContrib pour le recensement du patrimoine. Donc, il est remonté au sein de nos adhérents de nombreuses demandes pour recenser des objets matériels et immatériels sur leur territoire. Donc là, GeoContrib a été l'une des solutions qui a été étudiée et qui a été retenue. Donc, il y a plusieurs objectifs dans ce recensement du territoire. C'est de valoriser les inventaires terrains réalisés par différentes structures de différentes échelles. Ça peut aller de l'association, qui soit aidée par des étudiants, au PNR, au département, etc., etc., et par différentes personnes à peu près de tout niveau de compétences. Donc, c'est-à-dire certaines personnes qui sont habituées à utiliser des outils sur Internet et d'autres pas du tout. En effet, il y avait l'objectif aussi de soit réaliser un outil ou faire promouvoir un outil existant. Donc là, dans le cas, GeoContrib a été retenu. Et aussi, au sein de l'Occitanie, l'objectif était d'harmoniser des bases de données qui étaient déjà existantes, retenir quelque chose de commun afin de pouvoir partir sur le même pied à chaque démarrage de projet ou pour projet futur ou pour pouvoir agréger les données dans le futur. Et ça à multi-échelle. On peut passer à la suivante. Donc, c'est un projet qui date même d'avant mon arrivée à OpenIG. Donc, ça a commencé en 2022 et ça continue maintenant. Donc, c'est passé par plusieurs étapes, de la conception, la collecte des besoins initiaux, le fait de recenser les différentes bases de données existantes au sein de l'Occitanie, etc. Puis, la validation de l'outil GeoContrib et des recherches de financement pour pouvoir faire des ajouts de fonctionnalités au sein de GeoContrib, etc., etc. Puis, y arrivait la validation d'une charte du contributeur pour pouvoir déterminer et encadrer la contribution de différentes structures et différents utilisateurs au sein de GeoContrib, de notre GeoContrib, et aussi d'un thésaurus commun. Donc le thésaurus commun qui permet donc de partir exactement sur les mêmes définitions de qu'est-ce que c'est un objet du patrimoine. Donc par exemple, une croix, comment on définit une croix? Une croix, c'est une croix. Est-ce que c'est une croix en fer? Est-ce que c'est tatati, tatata? C'est un objet quoi? C'est un objet du patrimoine? C'est matériel, etc., etc. C'est vraiment de la définition pure. Et sur cela, on a eu plein d'adhérents avec plein d'idées différentes et avec des bases de données déjà existantes. Donc, on les aidait à mettre en place et à intégrer les données qu'ils avaient existantes. On les aidait à la mise en place de projets et on les accompagnait sur l'enrichissement et la visualisation de ces données. Donc, nos projets les plus aboutis, c'est avec le PNR Grand Cos, le PNR Aubrac et le département 31. Je vais vous montrer la structure. Donc, on utilise comme chaîne de traitement GeoContrib en tout premier. C'est là où on va recenser le patrimoine. C'est hyper varié, c'est des thématiques variées. Donc, on a un formulaire qui peut faire rentrer des points, des polylignes et des polygones. C'est un formulaire au plus simple. On a décidé de vraiment partir sur le minimum d'informations à remplir pour éviter de créer des difficultés sur le terrain ou créer oui, on peut dire des difficultés sur le terrain et aussi éviter à chaque fois que ce soit trop répétitif pour les utilisateurs de rentrer à chaque fois une nouvelle donnée de patrimoine. Donc là, c'est l'avantage du SSO, c'est que les gens ils créaient leur compte sur le site OpenIG, ça se reliait directement au projet et donc ça simplifiait l'interaction entre moi, l'admin, le modérateur du projet et les utilisateurs lambda. Ensuite, on a utilisé un script Bash et Python pour pouvoir faire des exports de bases de données et donc individualiser des champs personnalisés, faire de l'enrichissement des informations issues des formulaires, donc dire que par exemple sur le formulaire de base c'est une croix, mais une croix grâce à Python on va pouvoir dire que c'est une croix
C'est un patrimoine architectural, etc., sans que l'utilisateur ait besoin de le rentrer. Et récupérer aussi des photos et des pièces jointes, faire des croisements avec d'autres données géographiques comme les communes, afin de, au final, faire un export vers notre géoserveur et sur notre IDG pour le stocker. Et finalement, la dernière brique, c'est nous, on utilise MViewer pour pouvoir faire de la visualisation des données issues du patrimoine et aussi rajouter des informations complémentaires. Donc, vous pouvez voir à la fin, on récupère tous les champs et on les affiche sur une pop-up de visualisation. Voilà, il me semble que je suis dans les temps et j'ai rempli. J'ai tout dit. Ah oui, pardon. Il en restait Les une statistiques. Il te reste une J'ai- petite diapo. Juste au niveau, voilà, pour dire de manière générale, on est à peu près environ les nombres d'utilisateurs peuvent varier. À chaque fois, pas de problème de conflit sur le terrain. Ça s'orchestre bien. On est à peu près à 100, 269 et environ 300 pour le CD31 de données. Et à chaque fois, tout se passe assez bien. Voilà. Parfait. Merci Myriam, merci Lucas. Du coup, on va passer au... Alors peut-être une question. Après, on aura un petit temps d'échange à la fin, mais est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui a été présenté, soit pour Florent, Myriam ou Lucas? Du coup, on va passer aux maquettes dont je parlais donc tout à l'heure au début du webinaire, qui illustrent en fait des pistes d'amélioration sur l'expérience utilisateur. Donc des choses qu'on a regardées, qu'on a réfléchi et qu'on vous propose ici. Alors c'est pas forcément ce qu'on va faire, mais l'idée c'est de vous faire réagir, de voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez et avoir un petit peu une idée de vos priorités si on devait faire quelque chose. Voilà, donc je vais laisser la main à Angela pour vous présenter ces deux maquettes. Donc elle va vous montrer l'avant et puis l'après. Je pense que tu as Oui, prévu des choses comme donc ça. je Ouais. passe. Oui, c'est ça. Donc Vas-y. ici, vous avez la page d'accueil actuelle. Donc je vous l'ai mis là pour rappel, mais je pense que vous la connaissez bien. Donc vous avez les filtres en haut. Ici, je pense que je peux zoomer un peu. Ici, vous avez les filtres en haut et ça, c'est la page d'accueil de tous les projets, de l'ensemble des projets. Et en bas, vous avez du coup tous les projets avec un certain nombre d'informations en bas et à droite du petit encart. Donc ensuite, donc la page d'accueil en perspective. Donc les maquettes que je vous présente s'appuient sur trois axes principaux. Donc l'amélioration du parcours utilisateur, l'uniformisation donc une charte graphique cohérente avec le produit OGS. Donc que ça soit dans l'accueil général ou dans l'accueil d'un projet. Je vais vous présenter tout à l'heure la page d'accueil d'un projet spécifique. Et du coup aussi l'optimisation de l'espace latéral, donc qui est un peu perdu dans la page actuelle. Donc on peut observer en fait une meilleure visibilité de tous les composants. Ici, vous avez, je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Donc ici, oui, du coup, j'ai perdu. Mais ici à droite, vous avez les filtres. Donc au lieu de les empiler en haut, donc on est venu profiter de cette place sur les côtés pour venir ajouter les filtres. Dans la page, dans les encarts attribués à un projet, du coup, vous avez un certain nombre d'informations. Donc, le nombre d'utilisateurs, le nombre de signalements, etc. Et ici également, des petites icônes pour aller directement sur la carte, pour aller directement sur les signalements, pour pouvoir partager un projet, le supprimer, etc. Et ici à droite, du coup, également un certain nombre d'informations liées au projet. Est-ce que c'est un projet modéré ou pas? Est-ce que c'est un projet où on peut attribuer un membre, etc., etc. Donc un peu une info liée aux paramètres de l'application. Donc voilà pour cette page d'accueil générique, générale à tous les projets.
Là, j'ai passe à la page d'accueil actuelle d'un projet. Donc ça, c'est un projet dédié. Donc, on a des informations qui sont pas très importantes en fait actuellement et qui prennent beaucoup de place. Donc, comme les derniers signalements ou les derniers commentaires. Donc, ça prend un peu de place dans l'espace dédié. Et au contraire, bah, du coup, on a une carte qui prend pas beaucoup de place alors qu'elle est assez importante. Donc, on a travaillé dans ces sens. Également, on a des espaces qui se perdent sur les côtés, donc pas optimisés. Donc, on a travaillé afin d'optimiser ces espaces sur les côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est la prochaine. Donc, voilà ce qu'on vous présente, enfin, en tout cas, la maquette qui est le projet, enfin, qui est un projet. Donc, ici, vous avez les informations qu'on vient de voir, en fait, sur la page générique des projets. On les a placées ici en haut. Et là, donc, vous avez une place pour tous les types de projets. Avec ça, c'est la page qui va avoir un administrateur. Donc, un utilisateur lambda, il va avoir juste certains boutons. Donc, il ne va pas voir tout ça, il ne va pas avoir accès aux paramètres, il ne va pas pouvoir effacer un projet. Ça, c'est la page dédiée à l'administrateur. Donc, vous avez ici l'ensemble des types de projets et ici un certain nombre de paramètres. Donc, vous pouvez aller cliquer sur les icônes pour aller gérer tous les paramètres du projet ou de la couche. Et une place plus importante pour la carte. Et ça, c'est vraiment, enfin, on a vraiment optimisé toute la place, les espaces qui étaient un peu sous-optimisés sur les côtés. Et voilà, on a une personne qui a travaillé sur ces maquettes. Donc, on voulait avoir votre retour, votre ressenti. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas? Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que ça vous aiderait dans votre usage quotidien? Vous voulez recueillir un peu vos ressentis? Oui, du coup, Myriam, je t'ai répondu dans la conversation hein, par rapport au côté, tablette et téléphone. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, on a fait on n'a pas fait l'objet, ça n'a pas fait l'objet encore d'une validation technique sur terminaux mobiles, mais effectivement, on fera en sorte que ça s'adapte, bien entendu. Là, c'est vraiment, comme le dit Angela, un premier travail qui a été réalisé pour nous permettre un petit peu d'échanger. Donc, je ne sais pas qui c'est qui peut réagir, Vincent. Vas-y. Moi, j'aime plutôt bien l'idée de repenser les 2 pages que vous avez montrées là, en mettant en avant des choses importantes. Et ça, j'aime bien. Je me demandais si ça se fait, est-ce qu'on aura toujours la possibilité de choisir? Il me semble qu'au moment du déploiement de GeoContrib, on peut choisir une couleur primaire, une couleur secondaire pour que ça se rapproche d'une charte graphique existante. Est-ce que ce serait toujours le cas? Et où est-ce qu'elle s'appliquerait sur les tests qui ont été faits? Je te laisse peut-être répondre, Damien. Parce que là, sur cette partie, j'imagine qu'on va conserver ça, mais Alors, peut-être pour confirmer. sur les tests qui ont été faits, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris ça en compte là dans le maquettage, mais oui, je pense qu'on essaiera de garder cette possibilité-là et d'adapter, de garder une couleur primaire et de découler les autres couleurs en fonction de cette couleur primaire. Donc là, ce sera peut-être pas le même bleu pour les boutons, ce sera peut-être un bleu qui est décliné du bleu du bandeau du header. Après, il y aura peut-être certaines couleurs quand même qui seront fixes pour tout le monde. Je pense notamment aux badges là, qui ont été mis. Mais ouais, l'idée, ce sera de décliner. Parce que dans la présentation qu'Angela a fait, tu disais que c'était pour se rapprocher enfin, harmoniser avec le design des autres outils de votre suite, de votre IDG. Mais dans vos clients, il y a quand même pas mal de gens qui sont sur une autre IDG qui est GeoOrchestra.
Mm. Et du coup, à mon avis, il faut laisser cette possibilité d'adapter quand même un minimum de design Mm. Mais aux on a plateformes qui ne sont pas sur OneGeo Suite, quoi. on a la même problématique sur OneGeo Suite aussi, où il y a customisation des couleurs sur les autres modules, où pareil, on définit une couleur primaire et puis après on découle les autres couleurs en fonction. Enfin, on Ok. définit, on va dire, une ou deux couleurs. Alors, ce qui peut parfois être problématique, si la couleur primaire, là, c'est le rouge, il y aura peut-être ouais, des choses qui ressortiront moins bien. Donc, il faudra voir. Ouais. Ouais. Donc, à prendre en compte. Mhm. Est-ce que vous avez peut-être d'autres retours? Benjamin, Non? on t'entend pas, Benjamin. Ah, Ah, alors attends, je vais regarder si je peux faire quelque chose, si c'est moi. Benjamin. Vas-y, essaye. Merci. Oh, Ouais, j'avais une question. Enfin, moi, je trouve que bon, ce que vous faites, c'est très bien. Enfin, ce que vous proposez dans la maquette, c'est très bien. Mais j'avais plutôt des attentes, par contre, sur la page de saisie des signalements, qui, me- enfin, qui me paraît être la page qui nécessite le plus de travail. En fait, parce que bon, je sais bien que je suis à l'origine de ce formulaire, mais c'est pas le truc dont je suis le plus fier. c'est vrai, ça, Benjamin. J'aurais Non, voulu que mais ça soit autrement, en fait, c'est ça que tu me dis. grosso modo, on a une carte qui est toute petite et un formulaire qui prend énormément de place. Et il y a des projets où il n'y a quasiment pas besoin de saisir d'informations. Et l'information principale, finalement, c'est la géométrie. Et donc, je trouve que là-dessus, ouais, l'application, ouais, elle est pas très bien pensée pour ça, quoi. Voilà. Mais à coup pas, enfin. On t'appellera. Du coup, merci Benjamin. On prend bien note il y a, de ça et on regarde effectivement. il y a Et Ombelline aussi oui, Ambeline. Mm. Et du coup, il faut activer peut-être le... Ah oui, c'est bon. Non, Alors, c'est bon. moi, c'est bon, vous m'entendez? Ok. Ouais. Oui, oui. Super. Pour le coup, moi, au niveau de ce que vous proposez, ça me va bien. Enfin, effectivement, ça allège énormément. Donc ça, c'est top parce qu'effectivement, on avait un peu ça en tête aussi qu'on voulait voir avec vous. Donc ça, c'est génial. Je me posais la question, effectivement, de toutes ces petites étiquettes qui apparaissent là sur la page que tu montres à l'écran. Est-ce qu'il y a un intérêt de les conserver ou pas parce qu'elles apparaissent déjà sur la page précédente? Pour le coup, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt utilisateur à avoir ça. Et pour le coup, je vois qu'il n'y a plus la page de notification. Donc pour le coup, où est-ce qu'elle serait? Enfin, le petit onglet de notification. Oui, enfin, là, tu as une petite cloche. Je crois que c'est ça. Ok, Il me semble que c'est ça, mais du coup, à confirmer et on prendra aussi en compte ta remarque sur les notifications. Mais il me semble que c'est ça. ça marche. Et un autre petit point, par rapport à la légende, effectivement, pour l'instant, donc on a bien les sigles Polygonie, etc. Mais là, par exemple, il y a un code couleur, je suppose, sur l'exemple qui est montré, on ne voit pas apparaître. Du coup, en termes de lecture des signalements, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être intégré ou pas. C'est pas de ça dont on parlait tout à l'heure? De pouvoir adapter la charte graphique, non? C'est autre chose? Non, Ah là, oui, non. c'est au niveau des signalements des figures géométriques, de la légende qui est indiquée Ah, à ok. droite, au niveau du Mhm. code couleur. Ouais, il peut peut-être y avoir un petit peu de place là sur la partie gauche, Mm. en Pour dessous faciliter des la lecture différents directe, types. en Ouais. fait. Ouais.
Oui, ok. À prendre en compte aussi. Mm. Bonne remarque. Voilà, c'est tout pour moi. Myriam, tu disais. Merci Ambline. Myriam, tu disais sur la partie Oui, interface, oui, d'avoir moi je ce choix trouve à que développer. oui, moi je trouve que bon, bah, c'est très sympa et effectivement le fait de mieux optimiser l'utilisation de l'écran, c'est une bonne chose. Euh, je veux revenir un peu sur la proposition de Benjamin, en tout cas sur sa remarque. Enfin, nous, on est dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on a des fois des projets où on a la carto qui est importante, mais on peut aussi avoir des projets où la carto c'est un élément, mais par contre on peut avoir enfin, beaucoup, en tout cas pas mal de champs à saisir. Et si la carto prend trop de place, ça peut perturber l'utilisateur. Voilà. Du coup, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de pouvoir caractériser un projet comme étant majoritairement cartographique et très peu finalement attributaire, et un projet beaucoup plus attributaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible en fait, si on peut du coup adapter projet par projet pour avoir finalement une interface optimale pour l'utilisateur. Damien, je ne sais pas si tu as un premier Oui. Bah, niveau de oui, réponse. ça, c'est toujours possible de trouver une solution à ça. Après, on pourrait paramétrer, rajouter des paramètres sur chaque projet pour dire voilà, quelle est la proportion de la carte, quelle est la proportion du formulaire. Après, voilà, ça rajoute un peu de complexité à la configuration aussi, donc à voir. Oui, après Et, c'est théorique, hein, ce que je dis, c'est peut-être complètement. Enfin, finalement, ça serait peut-être complètement absurde au final et ça serait pas pratique, mais je sais pas dans quelle mesure ça peut pas être un peu étudié, quoi. Des modèles de mise en page et des options de désactivation du module carte pour certains projets. Bah, je sais qu'il y a certains qui voulaient l'utiliser comme un formulaire effectivement non géographique. En tout cas. Mm. Oui, c'est déjà le cas. Nous, on a une version qui permet de faire du signalement non géo. On s'en sert d'ailleurs pour faire de la remontée de bugs sur un outil qu'on est en train de mettre en place. Et les utilisateurs de cet outil, il est hors de question de les envoyer sur GitHub, par exemple, pour qu'ils fassent des issues sur GitHub. Et donc, Je comprends pas enfin, pourquoi. le créateur de l'outil a décidé d'utiliser un formulaire tout bête, je contribue, je crois qu'il y a 10 champs, voilà, pour faire de la remontée de bugs. Il n'y a pas de géo du tout dedans. Donc, il nous reste 5 minutes. On peut continuer, on peut aussi parler alors, on avait préparé quelques slides, mais juste pour évoquer d'autres évolutions, peut-être que vous avez des besoins et des idées d'évolution. On a déjà parlé avec certains de pourquoi pas cofinancer des choses sur GeoContrib, hein, c'est l'occasion d'en parler aussi. Bon, nous, voilà, côté NeoGeo, on va prendre à notre charge cette année ce qu'on vous a commencé à vous montrer sur la partie design et parcours utilisateur. C'est ce on a souhaité faire. Mais est-ce que vous, du coup, de votre côté, vous avez des perspectives d'évolution que vous voulez nous partager aujourd'hui? Si vous avez les mêmes, est-ce qu'il y a une envie de cofinancer? Voilà, on peut peut-être prendre les 5 minutes restantes pour ça. Alors, moi, la dernière fois, je suis désolée, je reprends la parole, j'avais fait remonter le besoin de pouvoir faire de la saisie linéaire En en marchant, direct. Ouais, en oui. marchant. Il est vrai. Ouais. Il y Alors avait ce bon, besoin. mon problème, c'est que pour l'instant, j'ai j'ai l'idée, mais j'ai pas le financement. En fait, c'est quelque chose qui a émergé déjà il y a quelques temps dans le cadre du groupe de travail patrimoine, sur lequel maintenant travaille du coup mon collègue Lucas. Et bon, le patrimoine, c'est pas un truc où on trouve beaucoup d'argent, mais si jamais on arrive, nous, par exemple, par d'autres dispositifs, à trouver un petit peu d'argent, en tout cas, ça serait une fonctionnalité qu'on aimerait bien pouvoir proposer. Est-ce qu'il y a d'autres qui Ouais. pourraient être intéressés? Ouais, toi, Vincent. Donc, on vous en a Ok. déjà fait part, mais Mm. c'est l'occasion de le dire à plus de monde.
On a plusieurs idées d'évolution. Je vais juste en présenter deux. La première, ce serait de pouvoir archiver un projet. C'est-à-dire que quand un projet est terminé, qu'il apparaisse plus ou alors qu'il apparaisse toujours, mais d'une certaine façon dans la liste des projets, je contribue. Donc voilà, il est terminé. Il y a plus, on ne peut plus contribuer dessus, mais on voit toujours qu'il a existé et voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième, ce serait quand on est sur la page d'accueil d'un projet, on voit les derniers signalements qui ont été créés. Et nous, on a des utilisateurs qui voudraient voir les derniers signalements qui ont été modifiés. Parce qu'ils ne travaillent pas sur de la création de signalements, en fait. Les signalements, ils sont créés au début du projet une bonne fois pour toutes. Par contre, ils vont être modifiés. Ils vont avoir un cycle de vie, ils vont être modifiés constamment. Et ils voulaient savoir quels étaient les 5-10 derniers signalements qui ont été modifiés. Ok, qui ont été mis à jour, ok. Donc, c'est aussi une question de UI sur la page d'accueil d'un projet, quoi. Mhm. Ok. D'autres besoins? Je sais Bien, pas si écoutez, c'était oui, toi, Vincent, aussi. Il me semble que j'avais eu une remontée sur la duplication, sur pouvoir dupliquer un signalement. Je sais pas si c'était vous ou... Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, Et notamment un signalement qui a beaucoup d'attributs. oui, exactement. Et en fait, l'idée, c'était de récupérer les attributs qui ont été saisis une première fois pour pas avoir à tous les retaper s'il n'y en a qu'un qui change. Mm. Et ça, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que ça devrait plaire à Florent, qui va nous financer ça. Mais alors, Et pas là, tu Non, saisis juste la géométrie du coup, quand même. Moi, j'avais d'autres idées, mais bon. on veut bien écouter tes idées, mais tu vas aussi avoir envie de financer la saisie de signalement linéaire en marchant, avec justement avec le diagnostic en marchant. Tu vois? moi, je veux bien Non, mettre non, le le logo mail. diagnostic en marchant, c'est vraiment du point fixe, justement pour pouvoir comparer ou de se dire est-ce que je vois la même chose 3 fois sur 3 ans différents. Mais je retiens, ce qui est déjà super, c'est que l'outil sur le terrain avec une tablette ou un téléphone fonctionne super bien. Enfin voilà, la géologue est super et précise, ça répond bien. Non, moi j'avais un autre besoin, c'était les photos sont stockées dans une autre table. Ah oui. Moi j'ai, enfin justement pour pouvoir exploiter ces données-là dans d'autres outils ou ailleurs, c'est d'avoir en fait les photos qui soient générées, enfin qui soient en fait liées au signalement dans une table unique via un lien URL ou autre, pour pouvoir faire de la story map, enfin voilà, des choses où on puisse valoriser les photos. Et Alors, là, ça demande quand même des nœuds au cerveau ou un peu de technique pour joindre les fichiers médias avec la table, etc. Moi, j'ai j'adorerais un que ce exemple soit à te montrer, binaire. Florent, si tu veux, parce que j'ai fait ça. Ok, bah écoute, preneur. Alors, pas forcément avec des photos prises sur le terrain, mais avec Ok, des photos qui seraient mises en pièce jointe d'un signalement. Et ouais. je les récupère dans un MViewer et je les mets dans le template moustache d'un MViewer. Je sais pas si Ben c'est oui, ça tu vois, là. en fait, c'est ça le besoin, c'est de pouvoir faire une story map, de dire, voilà, Ouais. j'ai un portfolio de ma campagne 2026 avec les fonctionnalités de filtre, etc., mais de pouvoir avoir quelque chose qui soit sympa à présenter aux Bah, partenaires, en fait. je peux te Bon, montrer ça à toi et aux autres s'il y a des autres personnes intéressées On sur peut comment même j'ai fait faire ça. un échange en fait, parce qu'on a eu la même problématique nous sur le patrimoine, avec notamment une à plusieurs photos qui peuvent être prises sur un élément recensé, et derrière on a Géocontrib, c'est bien pour la collecte, mais on a aussi toute une partie de valorisation que vous a présenté Lucas sur MViewer, et dans le MViewer justement le but c'est qu'on voit toutes les photos ouais, de c'est ça. la capitale qui a été recensée ou de la petite chapelle qu'on a pu trouver au milieu de la garrigue. Voilà. Donc oui, si vous voulez qu'on fasse des échanges là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais que Lucas, il a passé un petit moment pour
trouver la méthode pour pouvoir justement récupérer ces photos et les exploiter et les valoriser. Tout à fait. J'utilise aussi Template Moustache, mais certaines personnes voulaient des photos brutes et des pièces jointes brutes. Donc là, on va utiliser, si on utilise un peu de Python, et on peut facilement récupérer des URL. Et en récupérant des URL, on peut faire des téléchargements. Il suffit juste d'avoir un bon cookie de session qui tient et puis de pouvoir le réattribuer après sur un autre serveur pour pouvoir le redistribuer, quoi. Bon, Ben, prenez vos merci. démos dans tous les cas. Ouais, merci Benjamin de ta question parce qu'effectivement c'est Oui. super l'émulation autour de vos discussions et le forum ben, il est en partie fait pour ça. Si vous avez à la fois des questions que vous posez sur comment faire des choses et y amener des réponses ou proposer un temps d'échange pour montrer, utiliser ce forum, il vous est dédié pour ça notamment en partie. Voilà, donc je te rejoins Benjamin suite à ta question. Et après, oui, ça peut être l'occasion de faire un point plus en détail, un échange en visio. Après, effectivement, nous, on va recenser un petit peu tous les besoins là, que vous avez Mhm. partagés. Et puis peut-être qu'on peut, notamment sur le forum, à vous, membres de la communauté, un peu voir qui est intéressé et travailler ensemble sur qu'est-ce que vous voudriez et prêt à financer ces évolutions. On peut peut-être, on a eu ces échanges avec toi Vincent, toi Myriam sur le cofinancement, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, vous étiez assez ouverts. On peut effectivement en discuter aussi via le forum. Donc déjà, lister les évolutions, vous pouvez également en ajouter, et puis on pourra refaire un temps d'échange aussi. Par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous irait? D'accord. Ok, Oui, super. bien sûr. On va travailler avec ça, là, sur ces sujets. Oui. Ça marche. Eh ben, on arrive au terme On a un peu dépassé, je suis désolée. Mais en tout cas, merci à tous. C'était vraiment très riche en échanges. Et puis, on va faire ce qu'on vient de dire sur le forum. Et je vous invite aussi à échanger sur ce forum entre vous. Voilà. Et je vous donnerai donc le lien vers ce replay. Merci beaucoup. Merci à tous. À très Merci. bientôt. Merci à Bon tous. après-midi. Merci. Merci, Bon à bientôt. après-midi. Merci à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Merci.